Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog sur les inoubliables, avec aujourd'hui le film Contact, réalisé par Robert Zemeckis, avec Jodie Foster et Matthew McConaughey. À ne pas confondre avec Premier Contact, le film est sorti par Denis Villeneuve avec Amy Adams il y a à peine 1 ou 2 ans seulement. Ils ont à peu près 20 ans d'écart presque entre les deux. Contact est sorti en 1997, réalisé donc par Robert Zemeckis, le gars qui a fait Les Retours à le futur pour ne citer que, puisque c'est un peu les plus connus et les plus réussis de sa filmographie, et qui par la suite, après cette saga notamment, a beaucoup fait pour essayer de développer les effets spéciaux, dans tous les domaines à peu près. C'est un mec qui a souvent essayé de repousser les limites de la mise en scène, notamment, et de ce qu'on pouvait faire avec la caméra dans ses films, et un des films avec lesquels il l'a le plus fait, c'est Contact, en 1997. Contact est un film qui suit une femme qui s'appelle Ellie, qui depuis qu'elle est toute petite s'est fait transmettre par son père la passion et le virus de l'espace, et d'avoir envie de savoir ce qui se passe dans les étoiles, et notamment avec l'idée de communiquer avec l'espace. Et donc, devenue adulte, Ellie décide de s'engager auprès du SETI. Elle utilise des radiotélescopes de très grande puissance pour essayer de détecter dans le ciel des messages radio, des signaux radio qui seraient envoyés par une autre civilisation. Et sinon, il n'y a pas de film, alors que personne ne croit que ça va marcher et que tout le monde lui rit à la gueule avec son projet. Elle capte le tout premier signal extraterrestre. Et va commencer alors tout le délire du film. Tout le film, et elle va dire tout le bouquin à la base, parce que ça a été un bouquin, tout le délire, c'est comment réagirait le monde et comment réagiraient les gens si on recevait un jour une communication de la part d'extraterrestres. Donc on voit comment les scientifiques réagissent, on voit comment la population réagit, on voit comment le gouvernement réagit, on voit comment tout un tas de communautés réagissent, et c'est ça le but du film, c'est vraiment c'est le scénario du « et si ». Et si ça pouvait se passer, et si ça pouvait se produire, qu'est-ce qu'on pourrait voir arriver potentiellement. Et la grande question qui entoure ce film, l'opposition principale, c'est celle entre la foi, entre la religion, et les faits et la science. C'est un film qui vient d'une époque particulière aussi, parce que dans les années 90, c'était beaucoup plus vrai. Aujourd'hui, ce serait beaucoup moins facile à défendre. Mais dans les années 90, il y avait encore un très fort impact de la religion, et notamment catholique, hein, bien sûr. Il fallait essayer de rabibocher science et religion. L'une des raisons pour lesquelles ce film me plaît, c'est qu'en plus de poser la question de l'existence d'extraterrestres, il pose la question de, effectivement, des croyances et de ce qu'on est prêt à croire et de pourquoi est-ce qu'on est prêt à croire à certaines choses ou pas. Le truc, c'est que pour moi, la science, c'est pas une question de croyance. Enfin, c'est très bizarre. C'est très bizarre de le présenter comme ça. Fondamentalement, c'est pas faux. Tu acceptes de croire que tu as des instances et des autorités scientifiques dans lesquelles tu vas placer ta confiance et que tu vas écouter. La principale différence entre ces autorités scientifiques et les autorités religieuses que tu peux avoir jusque-là, c'est que les autorités scientifiques étudient quelque chose que tu sais qui existe, alors que les autorités religieuses ne le savent pas. C'est pour ça que j'ai du mal avec ce message, mais j'adore quand ce message est abordé dans les films bizarrement. Le 17 Pies, c'est un des films que j'adore aussi, et c'est la question principale du film. Je trouve que c'est une question qui est intéressante, même si ma réponse à moi n'est jamais de croire en Dieu. Je trouve ça intéressant d'étudier pourquoi est-ce que certains peuvent venir à ça et quel parallèle tu peux créer avec d'autres choses en fait. The universe is a pretty big place. So if it's just us, it seems like an awful waste of space. Le parallèle entre la religion et la science est bien fait pour cette situation-là, dans cette histoire-là, dans ce contexte-là. Mais globalement, ça vraiment ça marche pas. Il y a une phrase, il y a un échange que le film te montre en disant genre le mec a réussi l'échange quoi. Il y a Ellie donc qui est la scientifique, la sceptique donc, et il y a Matthew McConaughey qui joue Palmer qui lui est le religieux. Elle lui dit donc je vois pas comment vous pouvez défendre l'existence de quelque chose dont vous n'avez jamais eu aucune preuve. À quoi Matthew McConaughey lui répond est-ce que tu aimais ton père? Son père est mort au passage. Ellie répond donc bah oui. Et là il lui dit prouve-le. Et genre, devoir prouver que tu aimais ton père, c'est l'équivalent de devoir prouver que Dieu existe. C'est genre parce que Dieu est amour, sans doute. Il y a quand même une grande différence entre l'amour d'Ellie pour son père et l'amour de Palmer pour Dieu, c'est que le père d'Ellie existe. Elle l'a vu, elle l'a rencontré, elle lui a parlé, etc.
Et c'est une donnée quantifiable, le père de Ellie, tu peux prendre son sang, tu peux relever ses empreintes, tu peux, etc., etc., tu as des preuves qu'il existe. Palmer, il a aucune preuve que Dieu existe. Et donc, l'argument est complètement foireux et fallacieux. Elle devrait justement lui répondre, mais ça n'a aucun rapport. Tu me demandes de prouver l'amour avec mon père, tu me demandes de prouver des sentiments, c'est de l'indicible. C'est évidemment que c'est très compliqué à prouver. Je peux te le prouver avec des cartes que je lui ai envoyées pour son anniversaire, je peux en te montrant des photos de famille, en te montrant des liens avec nous. Je pourrais te le prouver, mon amour. Mais effectivement, c'est pas quantifiable, par exemple. Sauf que on ne demande pas de prouver que l'amour existe, on demande de prouver que Dieu existe. Et Dieu, c'est censé être une entité qui, concrètement, a créé des choses, donc une entité qu'on devrait pouvoir voir, toucher, qui devrait laisser des traces, etc., etc. Et décider d'interpréter des choses que tu trouves comme la preuve de Dieu, c'est juste la solution la plus basique et simple, là où la science en face essaye d'interpréter, de recouper, de croiser, d'étudier intelligemment et donc de comprendre quel est le fait. La science, c'est pas juste une croyance, la science, c'est quelque chose qu'on a étudié. C'est pas juste un concept éthéré comme ça. Bon, bref. Moi, la raison pour laquelle ce film me fascine beaucoup plus que la question de la religion, qui est posée de façon intelligente, c'est son réalisme par rapport à tout ce qui se produit. J'adore le fait que les aliens correspondent par mathématiques, avec le langage des mathématiques, de la façon que vous verrez si vous regardez le film. J'aime beaucoup tout le truc du signal vidéo. Pareil, je vais pas aller dans les détails pour ceux qui n'auraient pas encore vu le film. Donc voilà, j'aime le film pour son côté concret. J'apprécie le côté crise existentielle par rapport à la découverte d'aliens. Pour moi, t'es pas obligé d'aller chercher la religion pour filer le truc, mais le film lui-même parle de quelque chose qui est vraiment intéressant, et la religion, tu peux un petit peu la mettre à part quand tu regardes le truc. La principale raison de ce questionnement existentiel, qui peut amener à parler de Dieu, c'est une remise en question de l'homme par rapport à son contexte. On commence dès le plan d'intro, qui est un des plans les plus marquants du cinéma. C'est le premier plan séquence numérique de l'histoire du cinéma. C'est un plan qui fait plus d'1 minute, entièrement calculé par ordinateur. C'est peut-être pas juste un plan, il doit quand même y avoir une petite manipulation pour mélanger des plans l'un dans l'autre avec After Effects et mélanger des trucs et tout dans ce genre-là, mais grosso modo, c'est la première fois qu'on avait un plan truqué comme ça, aussi long et numérique. Et la raison pour laquelle ce plan séquence est au tout début du film, par exemple, et en numérique, c'est parce que tout le but, c'est de te remettre en contexte. Tu démarres avec la Terre, qui est plein cadre, et petit à petit, tu t'éloignes. Plus tu t'éloignes, plus la radio recule dans le temps. Donc tu remets en contexte ta planète dans son propre système solaire et dans sa propre temporalité, avec ce plan séquence. Mais une fois que tu dépasses le système solaire, tu remets encore plus le truc en contexte. C'est-à-dire que tu vois que tu n'es qu'un système solaire dans une galaxie, et tu vois des centaines d'autres galaxies, et tu vois des centaines de machins, et de clusters, et de gaz, et de machins, et de différents trucs dans l'espace. Et donc, c'est la remise en question absolue au premier plan. Donc, c'est quand même un plan qui est extrêmement fort en termes de remise en contexte de l'humain par rapport à son ensemble. On a aussi énormément de plans qui vont faire justement les petites astuces numériques que Zemeckis essayait de développer à l'époque. Notamment, ce qu'il a beaucoup essayé de développer, Zemeckis, c'est de libérer la caméra des contraintes physiques. Il y a énormément de plans qu'il a tournés, dans lesquels il fait passer sa caméra à travers des fenêtres, à travers des murs. Il y a d'autres films qui sont vachement intéressants, genre Apparence, dans lesquels il va rentrer à travers les planchers, etc. Il va pousser ça encore un peu plus loin. Mais là, du coup, il va constamment faire des plans qui vont remettre en contexte l'intérieur et l'extérieur. Tu vas faire un plan qui démarre sur la maison en extérieur, la caméra va rentrer par la fenêtre et rentrer dans la chambre de Ellie pour suivre une scène. À l'inverse, tu vas avoir un plan où Ellie est sur sa radio, la caméra sort par la fenêtre et te remet Ellie dans le contexte de sa maison globale que tu vois en entier. Beaucoup de plans qui partent d'un petit élément du décor pour le mettre dans un contexte plus global. On va par exemple démarrer avec un gros plan sur un élément sur l'écran de PC, et au lieu d'avoir un cut, la caméra va reculer, va te montrer les personnages qui sont en train de regarder l'écran de PC, et ensuite ils vont tous se tourner autour pour parler et continuer la discussion. Donc tu remets l'élément dans son contexte global. Tu vois l'élément, ensuite tu vois tout ce qui crée comme agitation autour de lui et tout ce qui crée comme réaction de la part des personnages. Donc il fait toutes ces remises en contexte, parfois même des transitions, avec cette caméra qui se joue donc des règles de la physique telles qu'elles existent en vérité, notamment avec un plan dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos et d'autres personnes m'en ont reparlé, etc. Il est très connu, le fameux plan du miroir. Le plan qui démarre en bas, à l'étage du bas, avec la gamine qui monte l'escalier, la caméra qui est en face d'elle, en train de la filmer de face, en train de courir, et puis qui arrive devant le petit placard où il y a les médicaments,
qui tend la main, et à ce moment-là, tu te rends compte que la caméra sort du miroir, et tu vois la main de Ellie arriver devant la porte pour l'ouvrir et qu'elle sorte le truc. Il y a une question qui peut se poser, c'est pourquoi faire ça en un plan? Et je crois que le but, c'est vraiment de lier les deux éléments dans le plan. C'est-à-dire que il voulait pas qu'il y ait un cut entre la raison pour laquelle elle se lève, aller chercher un truc, et ce qu'elle va chercher, les fameux médicaments. Or, si tu veux montrer la gamine, ouvrir le placard et prendre le médicament, t'es obligé soit de faire un panoramique et de faire reculer la caméra dans un lieu où c'est peut-être assez compliqué, peut-être trop vite par rapport à la vitesse de Ellie, et sur un plan qui serait peut-être beaucoup moins beau, ou tu serais obligé de faire un cut pour passer de Ellie qui est face caméra depuis le tout début, on la suit monter l'escalier face caméra depuis le tout début, au contre-champ, à ce qu'elle veut, à la porte qui est en train de s'ouvrir et aux médicaments qui sortent. Si tu fais un cut, du coup, tout ça n'est plus lié. Si tu le laisses dans le même plan, tu vois vraiment pourquoi est-ce qu'elle est partie chercher ce truc-là, tu sens que le truc est encore plus fort, tu sens que c'est un des moments les plus importants de sa vie, et tu le vis en temps réel avec elle. Il n'y a jamais de cut pour te sortir de son point de vue et te proposer quelque chose de différent. Donc c'est vraiment plutôt intéressant, ça permet justement d'avoir un récit qui est très fluide. Il y a une transition qui est très jolie avec la jeune Ellie et Ellie plus âgée, maintenant jouée par Jodie Foster, qui se fait alors que la caméra filmait la plus jeune. Elle commence à faire un panoramique, et en fait le mouvement du panoramique est repris à l'identique avec le décor de là où bosse Jodie Foster dans le futur, la Ellie du futur. Et pour bien te montrer que c'est le même personnage et que t'as fait une ellipse, un saut entre les deux, il montre les deux personnages faire exactement le même mouvement, c'est-à-dire qu'elles se remettent les cheveux derrière l'oreille comme ça, et elles se derrière la même oreille, le même sens, le même machin, et elles font en fait toutes les deux exactement le même mouvement à quelques secondes d'intervalle, ce qui te fait comprendre que t'es passé de l'une à l'autre sans que le plan ne se soit jamais interrompu, sans que le plan n'ait coupé. Donc tu sens que son enfance l'a mené naturellement à ça. Et qui plus est, cette caméra extrêmement mobile, parce que du coup il fait beaucoup de plans séquences, mais la caméra reste quasi jamais au même endroit. Ce qui est intéressant, c'est que du coup tu sens que c'est un mec, tu vois pourquoi ce mec a à ce point été l'avocat de la 3D pendant très longtemps. Pourquoi est-ce qu'il a autant défendu la 3D? C'est parce que enfin tu vois ses plans clairement, tu vois qu'il les a découpés en profondeur. C'est aussi ce qu'il a en commun avec Spielberg par exemple. Tu vois des plans de ces mecs-là, tu vois qu'ils ont travaillé leurs plans en profondeur. C'est pas juste ces personnages sur leur plan à eux et puis le fond et puis machin. C'est non, il y a une vraie progression dans la profondeur du plan qui est vraiment belle et vraiment intéressante. Notamment quand elle met en jeu certains éléments de décor assez grandioses, genre le très très gros télescope, radiotélescope qu'elle utilise pendant un moment, qui est constamment dans le plan. En fait, il est toujours quelque part dans le plan, toujours en train de traîner dans un coin, pour montrer que sa vie tourne autour de ça. Mais il n'y a pas que l'histoire de Ellie qu'on raconte, il y a aussi l'histoire du reste du monde, et pour montrer ça, du coup, il y a de très nombreux passages. C'est marrant, ça m'a fait beaucoup penser à La Nuit des Temps de René Barjavel, qui a aussi de nombreux passages comme ça, mais il y a de gros passages de patchwork audiovisuel. Par exemple, tu vas avoir un plan séquence qui va filmer une télévision, et dans la télévision, la personne qui la regarde va faire du split screen. Tu peux voir du coup plusieurs extraits de Flash Info, d'extraits de Late Show, d'extraits d'émissions de partout dans le monde, qui vont construire une histoire petit à petit, en fait, en coupant juste un morceau du premier, puis un morceau de l'autre. Tu vas avoir le début de l'information, le milieu de l'information, la fin de l'information, comment est-ce que la société a progressé de cette réaction-là à cette réaction-là, etc. Il y a une scène où elle arrive chez elle, enfin, pas chez elle, mais au boulot, justement, et il y a eu tout un tas de hippies et de mecs complètement barrés qui se sont réunis tout autour de là où bosse Ellie pour célébrer le contact avec les aliens. Et justement, on a toute une séquence où elle est à la fenêtre, elle passe, et du coup à sa fenêtre, on voit passer les différentes personnes, les illuminés qui veulent faire des trucs à la con, les sectes, les mecs qui sont complètement anti-contact avec les extraterrestres et tout le bordel. Et à chaque fois qu'il y en a un qui passe, t'as un petit fondu d'une ambiance à l'autre. Et du coup, t'as vraiment ce côté, on est en train d'observer comment chaque partie du monde réagit et comment chacun fait. Et ça donne lieu à des séquences de montage qui sont particulièrement intéressantes. Il y en a une, par exemple, typiquement, c'est des extraits d'émissions qui se répondent les unes des autres, quoi. Il y en a une qui pose la question, l'autre qui pose la réponse, etc. C'est vachement bien étudié par rapport au storytelling et à la narration. Reste que ça, c'est accessoire. La base du film, c'est Ellie, et j'adore ce personnage. J'adore Jodie Foster déjà. La plupart des personnages qu'elle joue, je les trouve géniaux, mais ce personnage-là en plus, personnage qui est constamment en quête de vérité, mais qui est aussi en quête d'un certain rêve quelque part, d'un certain idéal. J'adore sa façon de réagir, j'adore sa façon de répondre aux arguments, j'adore sa façon
se coller aux faits, de vénérer le langage mathématique, les trucs dans ce genre-là. Enfin, j'adore ce personnage. J'aime beaucoup les convictions qu'elle défend, etc. J'aime beaucoup son rapport aussi avec Palmer, donc joué par Matthew McConaughey, qui lui est donc son inverse. Il y a un truc que je trouve très rigolo par rapport à Matthew McConaughey, c'est que ce film-là, c'est probablement le film dans lequel je l'ai plus vu. Et en fait, pendant une très longue période, je dirais jusqu'à 2013-14, quand il a fait Interstellar, Matthew McConaughey n'était pas du tout connu pour avoir son accent et sa façon de parler aussi particulière et son jeu aussi particulier. Il camouflait pas mal son accent et il jouait relativement normalement. Nothing. As long as your motive is the search for truth, which is exactly what the pursuit of science is. Donc moi c'est marrant en fait, j'ai vraiment senti Matthew McConaughey changer sa personnalité, d'un seul coup décider non, vous savez quoi, j'ai un accent, je vais arrêter de le cacher, je vais jouer à fond dessus, maintenant tous mes mots vont avoir des et les Il a vraiment bossé sur son élocution et sur son accent, non pas pour le cacher, mais au contraire, pour le mettre en avant et le mettre en exergue. Et ça a été son gros renouveau, c'est après ça qu'on l'a revu partout, c'est là qu'on l'a vu dans Interstellar, c'est là qu'on l'a vu après dans The Wolf of... de Wall Street. Donc ouais, c'est marrant de le voir avec un jeu aussi différent. Enfin, vraiment, à l'époque, il avait pas du tout l'air d'être... il bossait pas du tout là-dessus. Il bossait beaucoup plus sur son côté beau gosse. Et c'est vrai qu'avec ses petits cheveux frisés, avec ce blond surfeur, quoi, et tout le bordel, c'est vrai qu'il est putain de sexy, Matthew McConaughey, dans ce film-là. Il y a pas à dire, c'est... Tu comprends pourquoi Jodie Foster décide de dire oui. Un des autres personnages que je trouve vraiment géniaux dans le film, c'est Drumlin, qui est le patron de Ellie, qui est sans doute le premier et le meilleur exemple que j'ai eu de ma vie de comportement, je sais pas si on peut dire misogyne ou machiste, mais en tout cas l'impact du patriarcat ou je sais pas trop quoi. Enfin, il la considère presque comme une gamine, quoi. C'est-à-dire ou il se considère presque comme son père. C'est-à-dire qu'il lui dit non, tu devrais pas étudier ça, tu devrais étudier ça et machin, etc. Enfin, il y a tout un rapport très particulier et il lui fait des coups de pute par la suite de l'histoire absolument énormes. Et c'est vrai que c'est là que tu te dis putain, c'est vrai que quand t'es une femme, t'as quand même un sacré nombre de trucs à affronter de temps en temps. Ellie, still waiting for E.T. to call? Well. Et il y a tout un tas de personnages très intéressants. Je crois que c'est Kenny, le mec qui est aveugle dans son centre de recherche et qui du coup lui-même est vachement axé sur l'audio et sur le son et qui l'aide beaucoup sur beaucoup de choses là-dessus. C'est un personnage qui est très touchant et très mignon. Enfin, tous les personnages sont vraiment très adorables. J'aurais peut-être juste un petit reproche à faire à ce film. J'y pensais déjà à l'époque et j'y repense de plus en plus maintenant que je suis adulte. Je veux bien qu'il faille introduire dans la personnalité de Ellie son rapport avec les ondes radio et la radio en général. Maintenant, j'ai quelques doutes sur les capacités à éduquer son enfant d'un père qui dit à sa fille « Mais oui, bien sûr, passe ta journée sur une CB à parler à des camionneurs qui sont sur la route. Il y a aucun risque, ils pourront rien te dire de mal, il pourra jamais rien t'arriver de mal. Laisse la radio allumée constamment. » C'est très bizarre. Pour le coup, je trouve ça un petit peu bizarre. Le film est extrêmement bien raconté, il y a tout un tas de retournements qui sont extrêmement soudains, extrêmement surprenants, mais toujours très très bien préparés. La tension, l'aspect découverte, tout ça est très bien géré par la mise en scène, par la musique également, qui va beaucoup aider, et par le bruit, le design sonore. On va avoir une grosse montée de la tension, notamment quand la machine, je vais pas vous dire ce qui se passe, quand la machine commence à être prête, commence à être lancée, ça fait un espèce de vrombissement énorme, t'as l'impression presque que ça ressemble à une pulsation cardiaque parce que ça vient très régulièrement, comme un battement de cœur qui viendra régulièrement, donc t'as l'impression que cette machine bat en fait. Il y a un truc qui est intéressant et qui fait très bien monter la tension avec le fait de mettre que ce bruit-là et de faire un énorme silence pour tout le reste. Tu sens qu'il y a un truc de très très particulier qui se prépare. Et le climax du film est totalement surréaliste. C'est un énorme délire et c'est une des séquences de science-fiction que j'aime le plus et qui m'a le plus marqué dans mon enfance. Si j'aime la science-fiction, c'est en bonne partie grâce à la scène de fin de ce film. Grâce à ce film en entier, mais grâce à sa scène de fin également. Et j'aime énormément tout ce qui concerne l'après, les conséquences, tout ce qui va avoir lieu ensuite, aussi bien pour son côté sans espoir que pour la petite note d'espoir qui débarque à la fin, qui d'ailleurs, si le scénario avait été écrit un peu différemment et pas pour travailler ce genre de choses, c'est quand même un truc essentiel qui remet en cause absolument tout le truc, et c'est un peu la preuve principale qu'on a utilisée contre elle. Personne n'a jamais analysé le truc, personne n'a jamais regardé le truc. Je sais pas, c'est bizarre. Mais c'est le message d'acceptation de la réalité et en même temps d'espoir du film. C'est peut-être pour ça qu'il y a un tel mélange entre science et religion.
C'est la science a un côté peut-être très négatif, très défaitiste, et du coup la religion représente plus le côté espoir. Pour moi, la science est aussi un synonyme d'espoir, mais chacun son truc. Puis ça dépend de ce que tu as envie de raconter dans ton film. Bref, c'est un film avec lequel bizarrement j'ai un rapport qui est un peu étrange, mais c'est vraiment un de mes films préférés et je peux le revoir autant de fois que je veux et j'aime énormément l'ambiance de ce film. Même si je suis pas d'accord avec tous les discours qui sont dedans, j'apprécie qu'il soit abordé. Contact, c'est vraiment un de mes films préférés et je vous encourage absolument à le regarder parce que moi c'est un film qui m'a retourné et c'est un film qui remet vraiment en cause beaucoup de tes préconceptions sur l'espace, sur la vie, etc. Enfin, c'est extrêmement intéressant à suivre et un petit bijou en termes d'effets spéciaux pour certains trucs. Certains sont un peu plus étranges, genre les espèces de morphing entre la vieille Ellie et la jeune Ellie. Tu sens qu'ils ont pas trop bien bossé le truc et qu'ils maîtrisaient pas encore trop les outils. Mais la plupart des effets spéciaux passent super bien et l'histoire est vraiment fascinante. J'adore ce truc. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller de regarder Contact. C'est vraiment un de mes films préférés, un de mes chouchous, un de mes chefs-d'œuvre. Et je pense que vous allez passer un très bon moment devant ce film. Voilà. Prenez soin de vous. Allez voir des films. Ciao!